Aujourd'hui, je donne l'information nécessaire pour savoir comment construire votre portefeuille de placement. On n'a pas besoin d'être un expert, mais lorsqu'on va aller rencontrer notre conseiller financier ou si on espère devenir investisseur autonome, on a besoin de comprendre le concept essentiel de création de portefeuille, notre portefeuille de placement. On va parler d'obligations, on va parler d'allocation d'actifs, puis on va parler de ces aspects-là en lien avec le livre Le chemin simple vers la richesse. On va partager la vision de l'auteur du livre, J.L. Collins. Si ces aspects-là vous intéressent, restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc oui, aujourd'hui, on continue la série sur le livre Le chemin simple vers la richesse. On est rendu à la partie 7 sur 9 épisodes. Dans les derniers épisodes, on a surtout parlé de l'importance de l'investissement indiciel, du taux d'épargne, de comment éviter les dettes et comment que le comportement dans l'investissement, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est vraiment ce qui va affecter le plus notre rendement sur le long terme. C'est quel est notre comportement face à nos investissements. Puis une façon d'améliorer notre comportement, c'est de garder les choses très simples. Okay? Donc aujourd'hui, on fait les chapitres 12, 13, 14, 15 et 16 du livre. On va parler de comment construire un portefeuille de placement simple. Puis c'est de l'information très pertinente pour la partie investissement de mon plan en 5 étapes. Si vous avez peut-être téléchargé mon plan en 5 étapes vers l'indépendance financière, donc qui est de se libérer de l'endettement, accumuler sa mise de fonds, acheter sa propriété, puis investir pour l'indépendance financière. Les notions qu'on va voir aujourd'hui de création de portefeuille de placement sont essentielles selon moi. Donc, quand les gens commencent à investir, souvent ils pensent que c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut des dizaines de FNB, de fonds négociés en bourse, des actions individuelles, des fonds spécialisés, de l'or, de la crypto, des stratégies avancées, des prédictions économiques. Okay? On n'a pas besoin de rien de tout ça. Okay? Comme l'auteur l'a dit, on a besoin d'un seul fonds, on a besoin d'un fonds indiciel d'actions, d'entreprises qui représentent le marché. C'est la base de ce qu'on a besoin pour investir sur le long terme, laisser notre argent travailler sur 10, 20, 30, 40 années pour bâtir notre patrimoine, pour bâtir notre richesse. Le livre amène quelque chose d'extrêmement important. La simplicité, c'est supérieur à essayer d'être plus intelligent que les autres, essayer de battre le marché. Personnellement, j'ai aussi été tenté de choisir mes titres individuellement. J'ai fait ça dans le passé et puis maintenant, je me rends bien à l'évidence que pour ce que ça donne, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc maintenant, tu sais, bien que j'ai lu ce livre-là il y a 10 ans quand il est sorti, Le chemin simple vers la richesse, maintenant, ma stratégie, c'est principalement celle qui est proposée dans le livre et puis c'est ce que beaucoup de vieux sages en investissement vont finir par recommander à tout le monde. On se rend bien compte que sur le long terme, ça ne vaut pas la peine là, de se casser la tête avec nos investissements. On va aller chercher le rendement du marché. Donc, je commence tout de suite là, avec le chapitre numéro 12. Okay? On va parler des obligations. Parce que là, on a parlé, oui, des actions. Le fameux fonds qui est proposé dans le livre, en fait, que l'auteur utilise, c'est VTSAX, okay? Qui est un fonds commun de placement qui représente l'indice des actions américaines totales, donc toutes les actions américaines sur le marché aux États-Unis. Au Canada, on va avoir quelque chose d'équivalent qu'on peut utiliser, là, qui n'est pas tout à fait celui-là, mais qui est d'autres choses qui représentent plus les compagnies, bon, beaucoup américaines, mais mondiales, canadiennes, internationales. C'est l'équivalent. Mais l'auteur mentionne là, que parfois, si on n'est pas à l'aise d'avoir un portefeuille 100% actions, c'est-à-dire avoir juste des entreprises dans nos placements, on peut, si on veut, utiliser les obligations. Les obligations, ça va faire en sorte que la volatilité va être moins grande, il va y avoir moins de variations de valeur dans notre portefeuille lorsqu'on va inclure une partie en obligations. Mais c'est quoi
une obligation? C'est quoi un fonds d'obligation? OK, c'est ça qu'on va regarder au chapitre 12. Ça vaut la peine d'en parler. C'est vraiment les deux choses qui vont être incluses dans notre portefeuille, avec peut-être de la liquidité en argent. On pourrait avoir de l'argent, des obligations, puis des actions. En fait, c'est les trois choses. Là, c'est comme on a vu au dernier épisode. C'est les trois seules choses qu'on a de besoin dans notre portefeuille de placement. Donc là, pour les obligations, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les obligations. Je vais m'en tenir seulement à la base ici. Premièrement, OK, lorsqu'on achète une action d'une entreprise, on devient propriétaire de cette entreprise-là. Ça, on le comprend. Si l'entreprise augmente en valeur, notre action gagne en valeur. Si l'entreprise fait des profits et déclare un dividende, on va recevoir ce dividende-là en tant qu'actionnaire. Si on achète une obligation, c'est qu'on prête de l'argent. OK? On ne devient pas propriétaire de cette entreprise-là. C'est que l'entreprise peut émettre de la dette, puis nous, on achète l'obligation, dans le fond, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prête notre argent à cette entreprise-là. Puis on ne prête pas juste à des entreprises, on peut prêter à un gouvernement, à une ville. En échange, ce qu'on va recevoir, c'est un taux d'intérêt pour une période donnée. Puis à la fin, normalement, on a le remboursement de ce qu'on a prêté. Ça, c'est en principe, c'est quoi une obligation? En réalité, c'est de la dette. C'est lorsqu'on va prêter de l'argent à une entreprise, un gouvernement, une ville, etc. Deuxième chose importante à savoir sur les obligations, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter justement une dette, c'est-à-dire prêter de l'argent puis attendre que cette entreprise-là nous remette l'argent puis nous verse l'intérêt à chaque mois, par exemple, ou à chaque année. On n'a pas besoin de procéder comme ça. On peut aussi, comme on achète un fonds d'action indicielle, on peut acheter aussi un fonds d'obligation qui est bien plus simple pour nous à faire. Puis c'est ce qu'on va vouloir faire en passant. Là. On va vouloir absolument passer par un fonds d'obligation. Donc, on va aller même avec un fonds indiciel d'obligation. Où est-ce que ce fonds-là a différentes obligations à différentes échéances, à différents taux d'intérêt, de différents milieux, entreprises, gouvernements, un mix de tout ça. Puis, on va faire le marché obligataire. Puis, l'auteur propose un fonds d'obligation en particulier. On a aussi des fonds d'obligation qu'on peut utiliser avec Vanguard, par exemple, au Canada. Je vais y revenir là, pour les fonds qui seraient comme l'équivalent de ce qu'on peut utiliser là, pour appliquer cette stratégie-là. Le troisième point à savoir sur les obligations, c'est que les obligations, ça sert surtout à réduire la volatilité d'un portefeuille. Habituellement, les actions vont offrir plus de rendement à long terme que les obligations. Mais les obligations sont souvent plus stables. La valeur varie moins dans le temps. Donc, si on veut un portefeuille où la valeur varie moins, c'est-à-dire surtout, ça ne nous dérange pas quand ça varie à la hausse, c'est à la baisse là, que ça nous dérange, on va s'entendre, les obligations ont moins de risques d'avoir des grandes baisses de valeur. Parce que c'est de la dette, parce que de la façon que la dette est plus stable et moins risquée, donc par définition, on va avoir des moins grandes variations. Donc, si on en a beaucoup dans notre portefeuille, la valeur de notre portefeuille global va fluctuer moins. Okay? Donc, on en ajoute pour que le portefeuille devienne plus stable, mais généralement, le rendement potentiel va diminuer. Plus qu'on en ajoute dans notre portefeuille, moins qu'on va faire de rendement, parce que les actions, c'est ce qui donne le plus de rendement. Quatrième point important, qu'est-ce qui détermine le risque d'une obligation? Okay? Parce que c'est pas vrai qu'une obligation, ça a zéro risque. On prête de l'argent à une entreprise, un gouvernement. Il y a quand même un risque. Okay? On va définir c'est quoi les risques. Premièrement, c'est la qualité de l'emprunteur. Donc, si c'est une entreprise qui fait faillite, par exemple, on pourrait se retrouver, c'est certain que c'est les actionnaires qui vont perdre le plus si une entreprise fait faillite, mais en bout de ligne, s'il n'y a pas assez d'argent pour rembourser la dette, celui qui a prêté, qui a acheté une obligation d'une entreprise qui fait faillite, pourrait se retrouver à ne pas retrouver tout son argent. OK? Donc, la qualité de l'emprunteur, ça, c'est une des premières choses qui détermine la qualité d'une obligation. La durée du prêt aussi. Tu sais, un prêt court terme, c'est moins risqué qu'un prêt long terme. Donc, un prêt long terme, une obligation long terme, va normalement générer plus d'intérêt qu'une obligation court terme. OK? Même principe pour les hypothèques. Hein? C'est pour ça qu'on va payer un petit peu plus cher pour avoir une hypothèque sur 5 ans versus sur 3 ans. En général, ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, la courbe est inversée.
En général, plus le terme est long, plus c'est risqué. Donc, même chose en tant qu'investisseur, lorsqu'on va investir dans une obligation. Donc, rappelez-vous, on va investir dans un fonds d'obligations qui a différentes durées, donc long terme, court terme. Donc, on n'a pas besoin de comprendre vraiment tous ces aspects-là. Ce n'est pas nécessaire. Par exemple, un gouvernement solide peut emprunter à un taux plus faible. Donc, les gouvernements, on s'entend que c'est assez rare qu'ils font faillite. Donc, techniquement, les taux d'intérêt, lorsqu'on prête de l'argent au gouvernement, sont plus faibles que lorsqu'on prête à une entreprise. Puis même les entreprises, il y a différents niveaux qui peuvent être cotés par les agences de cotation. L'agence de cotation pourrait coter une entreprise A, B, C ou D, dépendamment du niveau de risque. Donc A, ça va permettre à cette entreprise-là d'emprunter à plus faible coût. B, D, puis là, après ça, on se retrouve avec des obligations qui sont plus risquées. Tandis qu'une entreprise plus risquée qu'un gouvernement devra offrir un taux plus élevé pour convaincre les investisseurs de leur prêter de l'argent. Puis la durée, voilà, si c'est 1 an, c'est pas pareil que si c'était 5 ans. OK, donc ça, c'est en gros, là, pour les obligations, comprendre ce que c'est. On n'a pas besoin de comprendre tous les détails. On va aller chercher un fonds d'investissement, un fonds d'obligations et non pas aller investir dans des obligations particulières. On passe au chapitre 13. L'auteur passe de la théorie à la pratique et présente 2 portefeuilles extrêmement simples. OK, on fait quoi avec ça, les obligations? Donc ici, l'auteur nous rend la vie très simple. Là. Il va nous montrer deux types de portefeuilles. OK? Il prend l'exemple de sa fille, qui est plus jeune que lui, évidemment, puis qui veut investir. Sa fille est dans la phase d'accumulation de richesse. Donc, lorsqu'on travaille, lorsqu'on n'est pas à la retraite, lorsqu'on ne retire pas de revenus de notre portefeuille de placement, on est dans une phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'on travaille, on dégage un profit, puis on va ajouter de l'argent dans notre portefeuille de placement. Le portefeuille d'accumulation de richesse, dans cette phase-là, l'auteur du livre met de l'avant l'idée qu'on n'a pas de besoin d'avoir d'obligations. On peut avoir 100% en actions. C'est ce qui va nous donner le meilleur rendement. On a un horizon de temps qui est long de toute façon devant nous. Donc, si on est capable de tolérer les fluctuations, d'avoir un portefeuille 100% actions, c'est ce qu'il recommande. On pourrait vouloir mettre un 10% d'obligations, 90% actions dans notre portefeuille. Okay? Puis là, à ce moment-là, le rendement serait sensiblement le même. On aurait un petit peu moins de variations parce que là, évidemment, il y a plein d'études qui ont été faites historiques sur le rendement des obligations versus les actions, puis les rendements d'un portefeuille, par exemple, avec 10% d'obligations, 90% actions. Si c'est ce qu'on veut, il dit ça pourrait être ça aussi, mais lui, à la base, le portefeuille 100% actions, c'est plus simple. Donc, en réalité, c'est quasiment mieux d'aller avec un portefeuille comme ça, juste parce qu'on ne veut pas avoir 2 fonds différents. OK? L'idée, c'est que les actions sont historiquement la classe d'actifs la plus performante à long terme. Donc, pourquoi mettre des obligations? Les crises boursières sont normales et inévitables. OK? On en a déjà parlé dans les derniers épisodes. Donc, ça va arriver, c'est sûr. Aussi bien mettre 100% en action parce qu'on sait que ça va revenir après. Donc, même s'il y a des crises boursières, même si notre portefeuille diminue, ça va récupérer par la suite. On a le temps devant nous parce qu'on est dans la phase d'accumulation. Puis, un investisseur discipliné qui reste investi finit généralement par être récompensé. On va revenir avec un meilleur rendement si on fait ça. Le portefeuille est volontairement extrêmement simple. Un seul fonds, des faibles frais, une diversification automatique et très peu d'entretien. Ici, on parle de VTSAX. Lui, c'est le fonds total, donc de toutes les compagnies publiquement listées aux États-Unis. OK, c'est le fonds qu'il utilise personnellement, puis même encore aujourd'hui à la retraite. C'est ce qu'il met de l'avant dans son livre. L'auteur insiste beaucoup sur le comportement. OK, le danger principal, c'est pas la volatilité, mais c'est plutôt de paniquer, de vendre pendant la crise. OK, c'est le plus gros risque avec l'investissement en général. Le portefeuille d'accumulation, son premier modèle, OK, parce que là, il y a le deuxième modèle qui est le portefeuille de préservation. Je vais en parler tout de suite après. Le premier modèle de portefeuille qui est 100% actions, qui est très simple. L'équivalent canadien, OK, si on continue d'utiliser Vanguard, ça serait d'aller avec VEQT ou VGRO. OK, VEQT, c'est 100% actions. La version canadienne, il va y avoir des entreprises canadiennes, américaines, il va en avoir beaucoup. Là. Dans VEQT, il y a beaucoup d'actions américaines aussi, mais il va aussi en avoir à l'international.
Puis peut-être qu'on peut aller vers VGRO si on veut mettre un 20 d'obligations. OK? L'équivalent canadien là, du portefeuille d'accumulation, ça serait VEQT, VGRO. Il y a aussi les autres équivalents pour les autres entreprises. Là, ici, je parle de Vanguard, là, mais il y a XEQT, par exemple, puis XGRO, je pense, là, avec BlackRock, avec qui on pourrait aller, qui est pratiquement la même chose. Le portefeuille de préservation, OK, que l'auteur nous parle dans le chapitre 13 ensuite, c'est quelqu'un qui approche de la retraite puis qui vit déjà de ses placements. L'auteur ajoute des obligations au portefeuille. Donc lui, c'est sa situation personnelle. Monsieur est à la retraite, un certain âge, a arrêté de travailler, vit de ses placements. Son portefeuille personnel, lui, c'est 75 actions, 20 obligations, 5 liquidité. Okay? Le rôle des obligations, encore une fois, c'est de réduire la volatilité, stabiliser le portefeuille, générer un certain revenu, aider émotionnellement pendant les périodes difficiles. Le chapitre explique aussi que l'allocation idéale dépend surtout de notre tolérance au risque, de notre situation financière, notre capacité psychologique à investir pendant les baisses de marché. Okay? Donc, lui, c'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il utilise personnellement. Donc, il sépare ça en deux. Il dit, soit tu es en accumulation, soit tu es en période de préservation quand tu es à la retraite. L'équivalent canadien. Donc, lui, dans le fond, son 75 actions, c'est du VTSAX. Et son 20 c'est un fonds indiciel d'obligations. Puis, 5 de son portefeuille, c'est du cash qu'il garde parce qu'il est en mode retrait, il est en mode décaissement, donc il a besoin de l'argent, donc il garde tout le temps un 5 Puis, c'était au moment de l'écriture du livre, son allocation d'actifs, ce qu'il propose pour un portefeuille de préservation. Bien, évidemment, il dit c'est pas nécessairement la bonne chose pour tout le monde, il faut l'ajuster, okay, selon notre réalité. Puis, moi, j'ajoute ici que l'équivalent canadien, ici, on est plus dans le VGRO, qui est 80 actions, 20 obligations, ou même peut-être aller vers le VBAL, qui est encore là le Vanguard à 60 actions et 40 obligations. On peut aller avec un portefeuille plus conservateur, puis augmenter vraiment la partie qui est de l'obligation pour diminuer la volatilité. Mais l'auteur du livre ici est vraiment de l'école que vraiment le rendement provient des actions. Donc, plus qu'on va mettre d'obligations, moins bon que notre rendement va être sur le long terme. Si on est capable de tolérer la volatilité, on est mieux d'aller vers le côté action. Okay? Mais, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Puis, on peut diminuer la quantité d'actions versus obligations pour vraiment diminuer la volatilité de notre portefeuille. Donc ça, c'était le chapitre 13. C'est passé en deux, accumulation, préservation. Les deux ont beaucoup d'actions dans leur allocation d'actifs. Les grandes idées du chapitre, c'est que les actions restent le moteur principal de création de richesse. Okay? La simplicité bat souvent la complexité. Les faibles frais sont extrêmement importants. Le comportement de l'investisseur compte plus que la sophistication du portefeuille. L'allocation d'actifs doit être adaptée à notre étape de vie. Un portefeuille simple qu'on conserve longtemps est souvent supérieur à une stratégie compliquée, constamment modifiée. L'auteur, là, il aimerait ça qu'on choisisse là, notre portefeuille, puis qu'après ça, on fasse juste envoyer notre argent vers ce portefeuille-là et sans avoir besoin de le surveiller après. On peut l'oublier pendant des décennies et tout va bien aller. Ceux qui ne surveillent pas leur placement au quotidien, même hebdomadaire, mensuel, ceux qui ne surveillent pas ça de près vont avoir des bien meilleurs rendements parce qu'ils ne seront pas tentés de faire des moves avec leur portefeuille. L'aspect simplicité ici va nous aider à faire ça. C'est vraiment l'idée du chapitre 13. Chapitre 14, il nous dit que oui, OK, bon, en théorie, c'est bien beau, mais évidemment, tout le monde a des situations de vie différentes. On pourrait, par exemple, être travailleur autonome versus quelqu'un qui est salarié pour le gouvernement. Quelqu'un qui est salarié pour le gouvernement va avoir une grande stabilité au niveau de son revenu, de son emploi. Peut-être que pour lui, avoir 100% actions, c'est tout à fait logique et faisable. Tandis qu'un entrepreneur où ses revenus sont variables, où il y a un niveau de risque supérieur lié à son revenu, à son emploi, à son travail,
pourrait vouloir une allocation d'actifs avec plus d'obligations. Tu sais, il faut regarder ça. Moi, j'ajouterais aussi que par rapport au plan en 5 étapes, si on a décidé d'acheter notre résidence principale, on va avoir une partie de notre valeur nette qui va être notre maison. OK? Donc ça, moi, je le vois personnellement comme une partie de mes actifs. Tu sais, si j'ai une valeur nette de 2,3 millions, mais que j'ai un 800 000 qui est ma maison qui est payée, ben c'est pas de la même chose que d'avoir 2 300 000 en placement. OK? Donc là, peut-être que mon allocation d'actifs de mes placements va être différente. OK? Il faut regarder l'ensemble de notre situation financière. C'est essentiellement ce que le chapitre 14 nous dit. Le bon portefeuille, c'est celui qu'on est capable de conserver pendant les tempêtes. Donc, ça se peut que nous, on ait besoin de plus d'obligations dans notre portefeuille pour être capable de le conserver pendant les tempêtes. OK? C'est fondamental. Parce qu'un portefeuille 100% action qui fait paniquer quelqu'un à chaque correction boursière, ce n'est pas un bon portefeuille pour cette personne-là. Profil d'investisseur. Okay? C'est important. Si on fait affaire avec un conseiller financier, on n'aura pas le choix. On va passer par le questionnaire, puis il va nous mettre dans la bonne allocation d'actifs selon notre tolérance au risque. Si on veut le faire nous-mêmes, ben là, c'est vraiment important de prendre tout ça en considération. Donc, l'allocation d'actifs dépend de notre tolérance au risque, de notre stabilité d'emploi, de notre âge, de notre flexibilité financière et de notre psychologie, de nos connaissances aussi, puis de comprendre tous ces aspects-là. Okay? Et ça, c'est très personnel. Ici, j'ajouterais que l'auteur dans le livre parle beaucoup de la complexité de rebalancer plusieurs fonds. En 2026, au Canada, ce qu'on a beaucoup, moi, ce que j'aime, c'est les fonds qui ont déjà une allocation d'actifs à l'intérieur. Exemple, VGRO, VBAL. Okay, personnellement, j'utilise VBAL en ce moment. Je suis rendu là. J'ai d'autres choses qui n'est pas du VBAL aussi, mais de plus en plus, lorsque j'achète des nouvelles choses, lorsque j'ajoute à mon portefeuille de placement, maintenant, c'est du VBAL. 60% actions, 40% obligations. Okay? Ce n'est pas une recommandation, là, c'est juste personnellement ce que je fais. Comme je vous dis ici, là, c'est personnel, là, notre allocation d'actifs. Là, je vous donne l'information, puis je vous donne aussi la vision du livre Le chemin simple vers la richesse. Au moment d'écrire le livre, on parlait qu'il y avait une complexité à rebalancer un portefeuille parce qu'on devait, dans le passé, acheter un fonds pour nos actions puis un fonds pour nos obligations. Mais c'est plus nécessaire. Puis même au Canada, moi, je trouve que les meilleures options, c'est justement les fonds d'allocation d'actifs avec très peu de frais, 0,25% de frais. C'est quand même très raisonnable. C'est certain qu'on peut aller encore plus bas dans les frais puis décider d'acheter un fonds d'action, un fonds d'obligation par nous-mêmes. Peut-être qu'on peut aller à 0,10, à 0,15, à 0,05 même % de frais avec certains fonds. À vous de voir si... moi, je trouve que la simplicité d'avoir un fonds d'allocation d'actifs où est-ce que j'ai pas besoin de me casser la tête, que je peux seulement ajouter de l'argent dedans, ça a une très grande valeur pour moi. Donc, je suis prêt à payer le 0,25 % de frais de gestion de ces fonds-là. Voilà. Donc, la partie rebalancement, l'auteur en parle dans le livre beaucoup, moi j'en parle moins. Ensuite, dans le livre, chapitre 15, l'auteur parle des fonds internationaux. Aux États-Unis, on s'entend que les États-Unis, côté marché boursier, marché des entreprises, une puissance mondiale économique. Les États-Unis, les entreprises font affaire partout dans le monde. Donc, si un Américain achète, par exemple, un fonds qui contient toutes les entreprises américaines, puis que ces entreprises américaines-là sont présentes dans les grosses entreprises, sont présentes partout dans le monde, bien, on a une diversification internationale. Donc, l'auteur ici, lui, dit qu'il ne sent pas le besoin d'aller chercher des fonds d'action sur d'autres marchés boursiers, donc des fonds internationaux. Il ne sent pas le besoin d'avoir de la diversification internationale. Bon, nous, au Canada, on n'est pas aux États-Unis, on est proche, mais on n'est pas à l'intérieur du pays. Donc, nos fonds Vanguard vont contenir une grande portion d'entreprises canadiennes. Ça, côté fiscal, c'est important, surtout si on investit dans un CELI, par exemple.
Mais l'idée ici, mon point, ce que je veux amener comme point, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de se soucier tant que ça, de choisir un fonds d'action internationaux peut-être avant l'arrivée des fonds qui sont tous déjà construits comme justement VEQT, VBAL, ces fonds contiennent déjà des entreprises internationales, sont déjà diversifiées. Il y a une petite portion qui sont des entreprises à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis, dans les autres pays développés. Et on n'a pas de besoin. Donc, pour la simplicité, là, on n'a pas besoin non plus de penser à investir à l'international. C'est déjà inclus dans les fonds qu'on va vouloir utiliser. Je passe au prochain chapitre, chapitre numéro 16, dernier chapitre que je veux faire aujourd'hui. Le chapitre 16 va parler en anglais, on dit Target Retirement Funds. En français, ce serait les cibles de retraite. Revenons là, à l'allocation d'actifs. On dit qu'on est en période d'accumulation versus en période de protection ou de préservation de notre portefeuille, et puis que notre allocation d'actifs peut changer avec l'âge. Puis là, on pourrait se dire, ouais, mais là, c'est pas pratique parce que à quel moment, à quelle année je dois switcher d'un fonds à l'autre? À quel moment je dois switcher, par exemple, d'un VEQT à un VGRO? Puis là, il y a des gens qui ont déjà pensé à ça. Et la réponse, ce sont les fonds de Target Retirement. C'est-à-dire, on met une année précise à laquelle on va prendre notre retraite puis qu'on va avoir besoin d'un portefeuille qui va générer du revenu et on choisit ce fonds-là. Donc, exemple, disons que je planifie arrêter de travailler en 2040, dans environ 14 ans. Bien, je pourrais choisir un fonds de retraite 2040, qui serait en ce moment, qui aurait une allocation d'actifs près de 100% actions, mais que plus je vais avancer dans le temps, plus le fonds va se transformer par lui-même avec une allocation plus grande en obligations, plus qu'on va approcher l'année 2040. C'est le principe de ces fonds-là. Donc là, à ce moment-là, je n'aurais même pas besoin de me dire à telle année, je vais switcher d'un fonds à un autre parce que je vais vouloir changer. Ça va se faire automatiquement. Donc ça existe. C'est très populaire aux États-Unis. Vanguard a une série de fonds comme ça avec des années de retraite. L'auteur en parle. La critique, c'est que ces fonds-là vont coûter plus cher en frais de gestion. Moi, j'ajouterais aussi qu'au Canada, la version Vanguard n'est pas disponible. Il y a d'autres compagnies qui l'offrent, surtout certaines grandes banques. Et ça va être dans des options plus en version fonds commun de placement. La grande difficulté avec ces fonds-là, ici, ça va être que ça coûte cher. Au Canada, ça peut coûter autour de 1 à 2 % de frais de gestion. Alors qu'un FNB tout en un indiciel, comme on regardait, peut coûter autour de 0,25 %. Ça fait une énorme différence sur 25 ou 30 ans. Donc, pour ne pas avoir à décider d'une année où est-ce qu'on va passer d'un fonds d'allocation d'actifs à un autre, qui serait moins risqué, je trouve ça très, très cher. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonnes options en ce moment de fonds de cibles de retraite au Canada. Il y a peut-être une entreprise avec des fonds négociés en bourse. Faudrait que je retrouve le nom, là. Parce que j'ai demandé rapidement à ChatGPT de me sortir quelles sont les institutions financières au Canada qui offrent ce type de fonds. Puis, il y en avait une avec des frais de gestion autour de 0,5 ou 0,4 % qui était quand même raisonnable. Bref, si vous voulez absolument avoir ce produit-là, pour rendre les choses encore plus simples, c'est possible. Ça va coûter un petit frais de gestion supplémentaire. Donc ici, ce que l'auteur recommande, c'est la même chose que je recommande, c'est-à-dire d'éviter d'aller vers ces produits-là. C'est pas mauvais, on peut le faire, mais il y a quand même un petit désavantage là, côté frais. Mais le côté simple est très, très intéressant, par exemple. Puis il y a aussi l'aspect que, tu sais, aujourd'hui, vraiment, est-ce que vous avez une date précise pour votre retraite? Tu sais, il faut avoir une date précise pour notre retraite. L'idée de cheminer vers l'indépendance financière, c'est que progressivement, au fur et à mesure qu'on approche, on devient de plus en plus financièrement indépendant. On peut peut-être faire un changement de carrière, peut-être pivoter, on peut améliorer nos conditions de travail au fur et à mesure qu'on approche
justement qu'on accumule notre richesse. Donc, est-ce qu'une date vraiment de retraite, c'est quelque chose qu'on a en tête, arrêter de travailler? Moi, dans mon cas, pas nécessairement. Je me pose pas la question, à telle année, je me dis pas justement, en 2040, je vais prendre ma retraite. T'sais. Donc, pour cette raison-là, j'irai pas pour ce genre de produit-là. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai fait le tour des chapitres que je voulais résumer du livre Le chemin simple vers la richesse. Si je résume les chapitres 12 à 16, les obligations servent surtout à réduire la volatilité. Un portefeuille simple est souvent suffisant. L'allocation d'actifs dépend surtout de notre comportement. La simplicité bat souvent la complexité. Puis, le plus important, c'est la constance. Rappel, on n'a pas besoin d'une stratégie extravagante pour atteindre l'indépendance financière. Oubliez la crypto, oubliez les matières premières, oubliez l'or. On n'a pas besoin de tout ça. On peut aller vers un fonds indiciel, aller vers les actions principalement, peut-être mettre un peu d'obligations pour diminuer la volatilité si on sent qu'on ne pourra pas le supporter. Ça, c'est important. Puis, le plus important, on a besoin d'un bon taux d'épargne, on a besoin d'un bon revenu, éviter les dettes de consommation, investir régulièrement, puis laisser le temps faire son travail. C'est souvent moins spectaculaire que prendre des gros risques, mais c'est aussi surtout plus efficace. Alors, si vous aimez l'épisode que j'ai fait aujourd'hui pour vous, vous pouvez le partager à quelqu'un qui, justement, commence à investir. Si vous souhaitez cheminer vers l'indépendance financière, que vous souhaitez de l'accompagnement avec votre achat de propriété, votre stratégie hypothécaire, renouvellement, refinancement, bien, je vous invite à aller sur mon site web frédériclacharité.com/rendez-vous pour prendre rendez-vous directement avec moi, pour qu'on se parle, pour un appel initial. Si vous voulez en apprendre davantage sur les stratégies avancées comme la manœuvre Smith, j'ai un mini-cours gratuit sur mon site web. Vous pouvez aller sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. On continue la série sur le chemin simple vers la richesse. On va parler des pièges du milieu financier, les pièges de l'investissement. Et sur ce, je vous souhaite à bientôt et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!